CM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à tous. Cela dit, chez l'ONG AFIS, Aide et Formation pour l'insertion sociale, a fait un don hier à l'hôpital de Saï des kits de lavage de mains et de bavettes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'était en présence du préfet de Saï et de nos reporters Alia Sami et Abdelmoumouni Abdoulaye. 3 kits de lavage de mains, 25 litres de savon liquide et 100 bavettes, c'est le don offert par l'ONG AFIS, Aide et Formation pour l'insertion sociale au profit de l'hôpital de Saï. Ce don s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde et au Niger. AFIS apporte sa modeste contribution dans le cadre de la lutte contre l'expansion du Covid-19. À ma qualité de trésorière de l'ONG AFIS Niger et au nom de notre présidente Amadou Sanda Alima, mais aussi et surtout en tant que citoyenne engagée et soucieuse du bien-être des habitants de ma région d'origine, j'ai l'immense honneur de vous remettre ce lot composé de 100 masques en tissu lavable, donc réutilisables, 3 kits de lavage des mains et 25 litres de savon liquide. Au nom de tous les membres de l'ONG AFIS Niger, les bénévoles qui nous ont accompagnés, de toutes les personnes et entreprises ayant contribué de près ou de loin à cette opération, nous vous remercions et espérons que ce geste vous aidera dans cette tâche cruciale qui nous incombe. Présent pour la circonstance, le préfet du département de Saï a salué et apprécié cette contribution de la dite ONG. Permettez-moi de remercier sincèrement l'ONG AFIS pour les gestes nobles qu'ils font ce matin à l'endroit des populations du département de Saï. Madame, votre geste, vous l'avez dit, et vous avez estimé ça modeste. Nous le voyons en grandeur nature, puisque c'est les gestes qui comptent, puisque vous êtes une ONG quand même pionnière dans ce sens ici, dans ce département. Vous êtes la première à apporter cette aide au niveau du département de Saï. Et c'est en cela que c'est grand. C'est en cela que ça va contribuer à booster les autres. C'est en cela que ça constitue un geste qui doit attirer beaucoup d'autres. Et c'est en cela que nous pensons que la citoyenne que vous êtes, mais que l'humanitaire que vous êtes surtout, vous avez à cœur, n'est-ce pas, les souffrances de toutes ces populations-là, déjà lourdes, et que le Covid-19 est venu s'augmenter. Dieu, comme vous l'avez souhaité, Inch'Allah, il va nous aider à bouter hors du Niger, hors du monde, ces fléaux-là. En réceptionnant ce don, le médecin-chef de l'hôpital de Saï a vivement remercié les généreux donateurs pour ce geste combien louable. C'est un geste vraiment qui nous va droit au cœur. Et puis nous souhaitons que les autres ressortissants de Saï, de la ville de Saï et environ puissent emboîter le pas. Parce que c'est une ressortissante de Saï qui est basée en Europe qui a pensé à nous dans la lutte contre cette pandémie, qui nous a envoyé ces kits, qui a fait confectionner ces kits au fait, et puis les bavettes. Donc vraiment merci beaucoup, c'est le geste qui compte pour nous. Et on veut que les autres les emboîtent le pas. Le reste, c'est à nous de le faire, les autres mesures préventives. Il y a le lavage de mains, donc il y a déjà les kits, il y a le port de la bavette, il y a le fait de rester chez soi, le confinement. Donc on va vraiment continuer la sensibilisation pour le confinement. L'ONG AFIS, présente au Niger et en France, créée par un natif du département de Saï, intervient dans plusieurs domaines de formation pour l'insertion sociale. C'est donc tout naturellement qu'à travers ces actions, la présidente fondatrice de l'ONG est pensée à son village natal.
Comme vous le savez bien, l'Assemblée nationale du Niger a adopté, n'est-ce pas, une loi pour la prorogation de l'état d'urgence. Donc l'instauration de cet état d'urgence décidé par l'Assemblée nationale partout au Niger pour une durée de 3 mois a suscité la réaction de quelques citoyens que je vous propose à travers ce reportage de Amadou Harouna. La représentation nationale a opté pour l'instauration d'un état d'urgence pour une durée de 3 mois. C'est l'ensemble du territoire national. Une mesure diversement appréciée par les citoyens. On n'a pas besoin de cet état d'urgence-là parce que tout le monde le sait. Même quand il n'y avait pas l'état d'urgence, il y a beaucoup de droits fondamentaux qui sont en train d'être bafoués au Niger. Donc je crois qu'avec l'état d'urgence-là, je crois que le gouvernement aura encore plus de raisons pour encore bafouer les droits des citoyens. Franchement, il faut voir ces mesures. Toutes les activités sont bloquées. Il n'y a pas les activités, il n'y a pas les marchandises. Tout est arrêté, quoi. Et vous comprenez, nous les étudiants. Donc les fêtes, comment dirais-je, avoir les frais des restos ou bien les frais de partir en ville et revenir, c'est tout un problème. Donc je suppose que c'est très difficile là où je suis. Actuellement, je me suis réveillé avec 100 francs dans ma poche. Donc, chose que je ne fais pas avant. S'il y a les activités, au moins quand je sors, j'ai fait quelques activités, je vends des trucs. Je peux arriver à avoir au moins 3 000 francs dans la journée ou 4 000. Donc ça me permet de faire des choses dans la journée ou bien voir de mettre les crédits. Cette situation n'est pas spécifique au Niger, elle n'est pas non plus spécifique à l'Afrique, c'est une situation planétaire qui est en train donc de secouer le monde. Donc c'est normal que l'État pense vraiment à protéger donc la population en inscrivant donc cet état d'urgence et le couvre-feu en général. Bon, je pense que c'est une situation de force majeure, donc on est obligé de se conformer donc, à la loi du plus fort. Donc ici, la force, c'est cette maladie-là, qui n'est pas une personne. Et comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, l'obéissance à la loi conseil prescrite et liberté. La sécurité, tout comme la santé, ont un prix. Il faut à tout prix alors lutter contre la pandémie du coronavirus. C'était donc là la réaction de quelques citoyens par rapport à la prorogation de l'état d'urgence décidé par l'Assemblée nationale. C'était samedi dernier. Cela dit, la communauté chrétienne a célébré dimanche dernier la fête de Pâques. Quelle est la signification de cette fête qui intervient dans un contexte particulier? Élément de réponse dans ce extrait. La véritable signification de Pâques, c'est la réalisation du plus grand miracle que Dieu a fait en ressuscitant Jésus-Christ, qui est l'auteur du christianisme, et qui a prévu qu'après 3 jours après sa mort, il va être ressuscité. Et effectivement, le 3e jour, les gens sont partis à sa tombe et la tombe était vide. Alors c'était spécial. Et plus que ça, le 3e, à partir de ce jour-là, il a commencé à se présenter à beaucoup de gens, à ses disciples d'abord, les 2 premiers. D'abord, l'ange leur a dit qu'il n'est plus là, il est ressuscité. Et après, Jésus lui-même est apparu à 2 disciples, puis aux 12. Puis il est apparu à plus de 500 personnes et au moment où c'était écrit, des gens étaient encore vivants, ceux qui l'ont vu. Ce n'est pas juste de l'histoire, c'est des faits vécus. Naturellement, il y a eu des impacts parce que déjà une semaine avant Pâques, le dimanche dernier, c'était la fête des rameaux qui célébrait l'entrée de Jésus dans Jérusalem, où pendant ce moment, il allait préparer sa Pâque et pendant ce temps-là, il allait être accusé et être brimé, torturé et tué. On célèbre cela, mais on n'a pas pu se déplacer parce que pour répondre aux instructions des autorités, parce que effectivement, nous sommes appelés par notre Dieu à respecter les autorités,
respecté leurs décisions, quelles qu'elles soient. Tout le monde est resté à la maison. Alors ça c'est la première impact. La seconde impact, c'est que le dimanche très tôt le matin, nous avons l'habitude de partir avant le lever du soleil pour voir, pour célébrer, pour louer Dieu de ce qu'il a accompli, ce qu'il a dit, parce qu'il a dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'a réalisé. Le matin, les disciples sont allés voir la tombe est vide. Jésus est ressuscité. Nous n'avons pas pu faire cela. Dans la journée, on devrait se retrouver à l'église pour fêter, pour louer Dieu, pour prier. Nous n'avons pas pu le faire ensemble, mais comme l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce sont les personnes qui croient en Dieu et qui croient que Dieu est partout. Nous avons tous de l'unité d'esprit et de cœur célébrer tous ces actes chez nous. Et les familles sont devenues des églises. Les activités académiques et pédagogiques doivent se poursuivre même durant cette période de confinement. Ainsi, le gouvernement a pris certaines mesures pour y arriver. Mais est-ce réellement faisable? Élément de réponse dans ce reportage de Ralia Sami. Suite au retard académique déjà engendré et à la pandémie du coronavirus qui a fait fermer les écoles, le gouvernement a décidé de combler ce vide à travers la poursuite des activités académiques et pédagogiques pendant cette période de confinement. Ainsi, plusieurs stratégies sont mises en place pour la continuité des cours, des stratégies que les étudiants jugent insuffisantes. Ils proposent des cours en ligne. Bon, moi je me dis il y a un certain nombre de difficultés qu'il va d'abord voir comment on va transcender, ensuite mettre tout ça en place. Pour les universités maintenant, là le cours en ligne peut être une option. Puisque déjà on a l'UVA qui est là, on a déjà un peu de Wi-Fi partout, on a déjà des enseignants qui ont déjà leurs cours en format électronique et autres. C'est la difficulté qui peut provenir, c'est d'abord ceux qui n'ont pas de smartphone et d'ordinateur. Là je pense que l'État peut essayer de subventionner. Déjà il y a un combat qui est en train d'être fait, un étudiant, un ordinateur. Il y a une société qui est derrière, je pense que l'État peut pousser cela. Ou un smartphone, avec 20 000, 30 000 aujourd'hui on peut avoir un smartphone. L'État peut véritablement appuyer et s'il veut atteindre ces objectifs-là, ou encore à ce niveau, on peut, n'est-ce pas, essayer de voir à travers les bourses ou l'aide sociale, l'État aussi peut augmenter un peu dans les bourses et l'aide sociale et chaque étudiant pourra payer lui-même son téléphone. Pour ce qui est des enseignements primaires et secondaires, les étudiants ont une toute autre proposition. Si on prend par exemple nos petits frères qui sont dans les lycées, collèges, on sait que c'est carrément impossible pour eux de pouvoir faire des cours en ligne ou même on propose la télé ou autre. On sait qu'il y a des localités où il n'y a même pas le courant et tout ça. Moi je me dis que pour cette catégorie, c'est de pouvoir peut-être déjà le taux d'exécution du programme est à 50%. Donc ceux-là, on peut essayer de les faire passer automatiquement comme ça a été fait dans les autres années, surtout ceux qui sont dans les 6e et autres là, les primaires et autres. Maintenant pour les classes d'examen, là on a deux options. On peut essayer, n'est-ce pas, de dispatcher les élèves dans plusieurs classes et on récupère tous les autres enseignants puisque les autres classes ne seront pas utilisées. Donc on peut maintenant utiliser cette méthode, ils viennent et on met les mesures de distanciation et on prend toutes les mesures pour les terminalistes et ceux de 3e. Le corona est venu nous forcer indirectement et on doit faire des efforts dans ce sens-là pour aplanir les difficultés. Je pense que ça peut marcher, Inch'Allah, avec la contribution de tout un chacun. L'un dans l'autre, il est important que tous les acteurs intervenant dans le système éducatif se réunissent afin d'asseoir une stratégie qui convienne à tous et qui permettra d'achever cette année académique qui est en passe d'être blanchie. La construction d'une ville ou même celle d'un bâtiment est un domaine qui doit être attaché aux sciences exactes. Ça doit demander plus de technicité, de maîtrise. Alors pour cela, tout investisseur dans ce domaine est appelé à consulter bien sûr un technicien à la matière afin de sécuriser les travailleurs et même les sites, voire les occupants, n'est-ce pas? Afin de J-Koursi, Ibrahim Kantama, à travers ce reportage, vous en dites plus. Le processus d'urbanisation des villes africaines et principalement la confection de maisons modernes est un phénomène qui n'a pas laissé le Niger en marge et continue de prendre de l'ampleur depuis quelques années. Et c'est dans cette logique que les promoteurs économiques publics comme privés
ne lésinent pas à investir dans l'immobilier. C'est l'ensemble des villes africaines qui sont pratiquement en chantier et Niamey ne fait pas exception. Si vous regardez aujourd'hui, la ville de Niamey, elle est dans un véritable étalement urbain. Autrement dit, il y a un développement horizontal de la ville. Alors que la plupart des villes, si vous regardez dans les pays industrialisés, elles vont en hauteur. Nous, ici, il y a un développement horizontal. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une croissance accélérée de la ville. La question à se poser est à savoir si réellement cette croissance accélérée de la ville de Niamey est assurée par les professionnels à la matière, à savoir les architectes, les urbanistes et les autres acteurs intervenant dans le processus. Effectivement, à propos de cet immeuble-là qui s'est effondré, c'est parce que c'est un immeuble qui s'est effondré comme un château de cartes, que ça a fait un tollé et ça a suscité un intérêt au niveau des organes de presse. Pratiquement chaque jour, il y a des petits incidents qui se produisent sur des chantiers, d'accord, dus au manque des services consommés de manière professionnelle. Cet immeuble, je ne connais pas personnellement exactement les conditions dans lesquelles ça a été construit. Mais ce qui est évident, dans l'acte de construire, il y a 3 acteurs principaux, en dehors de celui qui est porteur du projet, donc le maître d'ouvrage. Il y a les architectes qui assurent d'abord le tracé des plans, qui assurent l'organisation planivolumétrique du bâtiment, qui assurent l'esthétique, qui assure une véritable réponse à un besoin exprimé par un client afin de trouver un cadre de vie assez conforme à ses aspirations pour y vivre tranquillement avec sa famille. Il y a les ingénieurs génie civil qui utilisent les volumes que nous avons produits pour faire le dimensionnement, sécuriser le bâtiment à travers un maillage structurel qui est censé répondre à toutes les sollicitations, les charges et surcharges d'exploitation qui seront sur le bâtiment. Il y a les techniciens qui assurent le contrôle et le suivi des travaux. Ainsi, pour parvenir avec succès à la construction d'un immeuble moderne, selon les explications des spécialistes, il y a des conditions à remplir qui vont de l'étude du terrain au plan jusqu'aux matériaux de travail. Mais à chaque fois qu'un immeuble en cours de construction s'effondre, l'on a du mal à justifier la cause. Avant de poser la première brique, il faudrait d'abord faire un sondage du sol, c'est-à-dire vérifier si réellement la nature de ce sol-là permet de faire une véritable opération telle qu'elle a été prévue. Faire en sorte que le bâtiment soit fondé, d'accord, sur un sol pouvant l'accueillir sans aucun problème afin d'éviter tous les préjudices qui ressemblent à ce qui s'est produit tout récemment. Et je pense qu'ici au Niger, l'ensemble de ces 4 acteurs-là que je viens de citer sont là disponibles sur le marché et surtout dans le secteur privé. Il suffit seulement de prendre la décision de s'attacher le service de ces professionnels-là et se faire accompagner. Au cas où la personne ne choisit pas de chercher un architecte pour l'accompagner dans une opération de construction ou les autres acteurs pour assurer les tâches relevant de leurs compétences, on risque de se retrouver vraiment dans des situations fâcheuses auxquelles nous assistons pratiquement chaque jour, mais c'est à des degrés différents. Mais assister impuissamment à l'écroulement d'un immeuble nécessite effectivement vraiment de faire en sorte que les responsabilités soient situées, même si c'est un investissement privé. Parce que tout celui qui construit un immeuble accueillant du public, il est censé vraiment prendre des dispositions afin de sécuriser les personnes et puis également les biens qui seront appelés à être dans les encablures de cet immeuble-là. Pour éviter dorénavant de tels incidents sur les chantiers, il est important de toujours collaborer avec des techniciens qualifiés tout en créant un cadre de travail sécurisé.
C'est ici que s'achève ce journal du soir sur votre télévision, la télévision Tambara. Mais l'info se poursuit à travers notre site web tambara.net, à travers bien sûr à travers notre application YouTube Tambara RTVT. Très bonne fin de soirée à tous. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.